Les instructeurs avec qui il a travaillé ont trouvé que le jeune pilote était très agressif en vol, qu'allait chercher le contact, qui aimait bien le combat aérien. Il y a deux types de pilotes, finalement, de pilotes de chasse. Il y a ceux qui sont à l'aise en basse altitude à larguer des bombes, et puis il y a ceux qui aiment le combat aérien. Et lui, il était effectivement plutôt dans la catégorie « j'aime la maillotche aérienne ». De Bouladon, c'est HL Solo qui revient. Bienvenue à tous, merci. Bonjour à tous ceux qui sont sur le chat. Donc sur le chat, que ce soit sur YouTube ou sur Twitch, écoutez, posez vos questions, vos remarques, vos corrections. Et c'est parti. Pendant mes vacances, la petite semaine que je me suis accordée, il y a eu quand même une nouvelle qui, moi, m'a touché parce que c'est un personnage que je suivais, parce que ça fait partie de mon époque, tout ça. Et on a appris donc le 27 août dernier la disparition d'un as de la chasse, un vrai as, Randy Cunningham, pilote de chasse de l'US Navy au Vietnam, as avec 5 victoires aériennes. Et comment dire, si vous avez lu la brève sur Aérobuzz que j'ai écrite à cette occasion, ou si vous suivez un petit peu l'histoire de la guerre du Vietnam, etc., bon, vous savez que c'est un personnage qui a eu une histoire, une vie, alors clairement romanesque. C'est un personnage de roman, Randy Cunningham. Donc c'est pour ça qu'on va en parler un petit peu. Et puis on va raccrocher les wagons à une autre histoire qui s'est déroulée à peu près dans le même temps et qui est un petit peu plus légère. Mais ces deux histoires ont pour point commun d'être liées à des chasseurs, d'être liées à des combats aériens, d'être liées donc à des MiG killers en anglais, des tueurs de MiG en français. Et c'est un petit peu la thématique qui va nous occuper pendant cette heure de retour de l'HL Solo pour sa 3e saison. Bon, allez, on va attaquer par l'histoire de Randy Cunningham. Pourquoi sa vie est un roman ? Tout simplement parce qu'il a été le premier as de la chasse américaine au Vietnam. Il y en a eu quelques autres qui ont suivi au niveau de l'US Air Force, mais il a été le seul à l'être dans l'US Navy. Et son histoire, elle commence de la manière suivante. C'est pour ça aussi que c'est un roman, c'est qu'il est né le 8 décembre 1941 à Los Angeles, le 8 décembre 1941, c'est-à-dire exactement le lendemain de l'attaque de Pearl Harbor. Ça n'a rien à voir sans doute dans sa vocation de pilote aviateur, mais c'est comme ça. Il est né le lendemain de Pearl Harbor à Los Angeles. Sa vie, effectivement, est très liée à la Californie du Sud et on va voir pourquoi. Alors, c'est quelqu'un qui ensuite s'en va du côté du Missouri. Il est diplômé à l'université du Missouri en 1965. Et en 66, il s'engage dans l'US Navy. Visiblement passionné d'aviation, il avait pour objectif de devenir pilote de chasse. Et il est effectivement breveté pilote de chasse le 23 septembre 1968 à Chasefield au Texas, où il avait appris à piloter. Et il est immédiatement affecté à la VF 96, donc en juillet 1969. À cette époque-là, donc la guerre du Vietnam fait rage. La VF 96 a participé déjà à plusieurs expéditions sur ces fantômes. L'unité vient d'être rééquipée en F4J, donc la version la plus évoluée du fantôme embarqué de l'époque. Il arrive à la VF 96, donc en juillet 69, alors que l'unité vient de rentrer justement d'un déploiement au Vietnam qui a été très court, qui a juste duré 1 mois. Là, c'est pas très clair dans ses mémoires, c'est pas très clair dans les documents que j'ai soulevés pour essayer de comprendre sa carrière. Mais globalement, à ce moment-là, il est affecté donc sur la base de Miramar, où le programme Top Gun est plus ou moins en train de se mettre en place au niveau de la VF 121. Alors, le programme Top Gun, il est né du constat que la chasse américaine au Vietnam n'était pas du tout efficace. Alors, elle comptait trop sur ses missiles. Les missiles étaient tirés un petit peu hors domaine. Bref, ça s'était pas super bien passé. Et il y a une prise de conscience et une reprise en main de la formation des équipages qui se fait notamment à Miramar, à la VF 121, un squadron particulier où il y a des instructeurs un petit peu velus qui ont décidé de remettre un peu à plat la formation et de faire un cursus avancé. C'est-à-dire qu'on ne prend pas les pilotes ab initio, on prend des gens qui sont un petit peu formés et puis on va avancer la formation. Et c'est un petit peu ce que donne Top Gun. Et le problème, enfin, le principe de Top Gun, c'est pas de former tous les pilotes, c'est de former un certain nombre d'équipages avancés
au sein de toutes les unités et que ces pilotes-là, ensuite, essaiment la compétence combat aérien au sein de leurs unités dans leur propre mission d'entraînement. En gros, une académie où on va former pas des instructeurs, parce que c'est pas une qualification d'instructeur, ils sont diplômés de Top Gun, hein, en gros, on le voit bien dans le film, mais derrière, le reste de leur carrière, ils doivent être le référent combat aérien, finalement, des unités. Cunningham, lui, jeune pilote, à ce moment-là, il n'est pas éligible au statut stagiaire Top Gun, d'ailleurs, qui commence tout juste. Hein, on est en 69, la première promotion, c'est cette année-là. Et bon, voilà, pour le moment, c'est un petit peu touchy. Enfin, c'est pas que c'est touchy, mais c'est pas mis au point, c'est pas carré, donc ça commence. Ceci dit, il y a déjà des cours magistraux qui sont donnés aux stagiaires et des vols qui leur sont dédiés avec la formation avancée. Et Cunningham, à ce moment-là, qui est affecté VF 96, mais où visiblement il ne se passe pas grand-chose, il n'a rien d'autre à faire que d'aller traîner à la 121 et d'être au fond de la classe pendant les cours magistraux, en candidat libre, en auditeur libre quelque part. Et puis, pour les missions de plastron, il fait souvent de la place arrière à bord des A4 Skyhawk, qui sont utilisés comme avions agresseurs. Il est juste là pour faire le sac de sable, sauf que il est un sac de sable en combat aérien. Et visiblement, il a énormément appris de cette espèce de stage informel qu'il a subi pendant plusieurs mois. Et surtout, c'est ça aussi qui est intéressant, les instructeurs avec qui il a travaillé ont trouvé que le jeune pilote qui était là, qui avait 25 ans, était très agressif en vol. C'était un pilote qui était quand même, quand vous voulez, qui allait chercher le contact, qui aimait bien le combat aérien. Il y a deux types de pilotes, finalement, de pilotes de chasse. Il y a ceux qui sont à l'aise en basse altitude à larguer des bombes, et puis il y a ceux qui aiment le combat aérien. Et lui, il était effectivement plutôt dans la catégorie « j'aime la maillotche aérienne ». Ces instructeurs l'ont trouvé enthousiaste, et l'un d'eux dans le livre sur Top Gun dit c'était surtout un garçon qui était assoiffé d'informations. C'était quelqu'un qui allait chercher l'info, qui allait chercher la doc, qui avait besoin d'informations. Il savait qu'il allait partir au Vietnam, la VF 96 était prévue pour faire un embarquement dans les mois qui suivaient, et même si à ce moment-là, pendant la guerre du Vietnam, c'est la trêve, il n'y a plus de bombardements sur le nord, il y a encore les opérations sur le sud, il y a peu de chances de croiser des MiG, mais malgré tout, le jeune Cunningham, il a besoin de ça, et c'est aussi sa motivation. En mai 70, la VF 96, alors on devrait dire plutôt le VF 96 parce que c'est un squadron, mais bon, il embarque sur, alors c'est l'USS America. Ils partent en mission au Vietnam de mai à novembre 1970. Alors, les missions, elles se passent de la manière suivante, c'est-à-dire que le porte-avions part des États-Unis, de San Diego notamment, fait escale à Subic Bay, et puis aux Philippines, et puis après part un mois à tourner en rond dans le golfe du Tonkin, et puis ils reviennent passer quelques jours à Subic Bay ou à Hong Kong pour faire un relâche, et puis au bout d'une semaine de vacances, ils retournent pour un mois au large des côtes vietnamiennes, et ainsi de suite, et donc après ils sont de retour en novembre 70 à San Diego. Il ne se passe pas grand-chose pendant cette croisière-là, puisque c'est toujours la trêve des bombardements contre le Nord. Cunningham qui disait, en gros, son unité, au cours de tout ce détachement, ils ont vu 14 SAM quand ils sont approchés un petit peu du Nord-Vietnam, et c'est tout. Ça a été vraiment une croisière, quelque part, très, très, très calme. Et puis, ils retournent à Miramar, et puis ils repartent en mission, donc le 27 octobre 1971. Alors là, par contre, la VF 96 embarque à bord de l'USS Constellation, et là, les choses au Vietnam vont nettement évoluer parce que, alors déjà, l'embarquement du navire direction le Vietnam se fait sous les manifestations avec Jane Fonda et John Baez. Disons que ça met l'ambiance, quoi. Il y avait des opposants à la guerre du Vietnam à l'époque, et ils étaient très, très, très virulents. Ça n'a pas empêché le navire de partir, et voilà, ils ont continué à faire, à tourner donc dans le golfe du Tonkin, et puis leur histoire, elle est en marche, parce que les deux pilotes, là, il est affecté avec un navigateur qui s'appelle Willie Irish Driscoll, ils vont faire équipe. Pendant toute la mission, ils vont être tous les deux en vol en même temps, quasiment. Et ils vont rentrer dans la légende comme ça. Et ça commence dès le 19 janvier 1972. Comme je vous ai expliqué, c'est la trêve depuis un moment.
Il n'y a pas eu de combat aérien sérieux depuis 1968, sauf pour l'US Navy en 70, où il y a eu une rencontre entre un F-4 et des MiG, et il y a eu un kill, et ça a été la seule victoire aérienne entre 1969 et 1972, donc c'est en 70, avec l'US Navy. Mais depuis ce combat aérien-là de 1970, il ne s'est rien passé en termes de dogfight. Et le 19 janvier 1972, il y a un raid qui est lancé, une mission de reconnaissance qui est engagée, et pour lequel l'US Navy opère en MiG-cap, c'est-à-dire qu'on met plusieurs fantômes en protection de l'avion de reconnaissance. En fait, l'avion de reconnaissance part survoler une base du Nord-Vietnam, d'où partent des MiG qui vont essayer d'intercepter les B-52 qui bombardent le Laos. Parce que, évidemment, la guerre, elle ne se fait pas qu'au Vietnam. Et au cours de cette mission, ils s'aventurent donc au Nord-Vietnam pour la première fois depuis très longtemps. Ils se font tirer dessus par des SAM et puis détectent au radar des MiG qui décollent justement de cette base et leur tombent dessus. Cunningham se retrouve en position de tir. Il a un Sidewinder sur un MiG-21 qui est juste devant eux, qui vient de décoller, et il le shoot. Ils engagent ensuite un deuxième MiG avec un Sparrow, mais ils ne le touchent pas. Et puis ils arrivent en limite de carburant, donc ils rentrent au porte-avions. Et ils ont remporté la première victoire aérienne des forces américaines au Vietnam depuis donc 1970, depuis 18 mois. Donc leur victoire, elle a un certain retentissement. Et puis pour eux, pilotes de chasse, ils sont sur zone depuis 2 mois. Là, ils commencent à rentrer un petit peu. Et là, il y a un certain nombre de combats aériens qui s'engagent, notamment du groupe du Constellation. Et puis, quelques semaines plus tard, il y a surtout un événement très, très, très important. C'est le Nord-Vietnam envahit le Sud-Vietnam. Les deux pays étaient séparés par ce qu'on appelle la DMZ, la zone démilitarisée. Bon, évidemment, il y avait une guérilla Viet Cong alimentée par la piste Ho Chi Minh qui passait par le Laos pour préparer un peu le terrain, et puis les troupes régulières du Nord-Vietnam pénètrent au sud, et là ça engage à la fois des combats terrestres et énormément de combats aériens. Ça se passe en avril, et en fait quelques semaines plus tard, donc là, l'intensification des opérations devient importante. C'est avec l'invasion du Sud-Vietnam que se situe, par exemple, l'histoire de Bat 21 dont je vous avais parlé l'année dernière. L'histoire de Hambleton, qui est porteur de secrets importants sur la défense électronique. Il tombe au Vietnam du Sud, mais dans les zones qui sont prises par les Nord-Vietnamiens. Il y a une mission de secours, une des plus importantes de toute la guerre, qui est lancée. Et ensuite, il est récupéré dans des circonstances particulières. Cette histoire, elle se situe à peu près à la même époque. Le 8 mai 1972, donc quelques jours après l'invasion du Sud par les troupes du Nord, les avions américains sont alors utilisés en chasseurs-bombardiers et vont attaquer la piste Ho Chi Minh, qui est couverte de véhicules qui alimentent en fait les troupes du Sud-Vietnam, les troupes Viet Cong au Sud-Vietnam, qui profitent que les troupes sont un peu prises au nord pour lancer des opérations en ville, etc., faire de la guérilla tout simplement. Et donc il y a un raid qui est lancé de chasseurs-bombardiers contre la piste Ho Chi Minh qui est couverte de bahuts. Et eux ils sont en MiG-cap, ils sont en avance du raid pour justement pour dégager toute la chasse aérienne pour que le raid puisse passer. Et la météo est moyenne, ils volent aux alentours de 10 000 pieds et ils repèrent un MiG-17 et le combat aérien commence. Le MiG-17 se met en position en position de tir sur l'ailier de Cunningham. C'est là que Cunningham, dans ses mémoires, raconte un fait qui est assez étrange, et on y reviendra juste après, c'est que d'après Cunningham, le MiG-17 qui est en train d'engager le combat avec son ailier tire un missile. Or, les MiG-17 du Nord-Vietnam sont des avions qui sont uniquement équipés de canons normalement. Cunningham voit un missile RR tiré contre son ailier, il manœuvre, il se met en position de tir contre le MiG-17, il le dégage avec un Sidewinder mais qui rate sa cible, il l'avait tiré avec trop d'angle. Malgré tout, il arrive à ses fins puisque le MiG est obligé de décrocher de son ailier. Il est engagé à ce moment-là par un autre MiG qui arrive derrière lui, dont il arrive à se débarrasser. Et à ce moment-là, il manœuvre, il arrive à son tour à se mettre en position de tir. Il tire un deuxième Sidewinder et là, il fait mouche. Il obtient ainsi sa deuxième victoire aérienne. Ce qui, quand même, là, le positionne
directement sur les quelques pilotes qui ont eu 2 victoires. Ils n'étaient pas si nombreux que ça au Vietnam. Alors, à ce moment-là, le record de victoires aériennes au Vietnam, c'est toujours Robin Olds, qui depuis 67 et ses 4 victoires aériennes était en top du score. Cunningham arrive gentiment. Là, vous avez une photo assez célèbre d'un MiG-17 qui va se faire descendre, parce qu'en fait, c'est une photo qui a été prise par une ciné-mitrailleuse, alors peut-être d'un F-105. C'est pas du tout un des combats de Cunningham. Mais là, il y a le missile qui arrive et qui va impacter le MiG-17 du Vietnam du Nord. Alors, je vais vous mettre cette carte-là parce qu'elle est intéressante. C'est une que j'ai faite donc sur Google Earth. Le combat aérien de janvier 1972, il se situe dans ce secteur-là. Donc, il est en secteur sud. Le combat aérien là, que je viens de vous raconter, le deuxième, il se situe donc entre Hanoï et le Laos. Et visiblement, d'après les informations qui ont été données, le MiG serait tombé donc dans ce secteur-là. C'est assez bien documenté. Et puis arrive donc 2 jours plus tard, le 10 mai 72. Alors là, par contre, le 10 mai, il s'est passé plein de choses. Mais je vais revenir un petit peu sur le 8. Les sources vietnamiennes auxquelles on a accès, qui ne sont pas très très nombreuses quand même, donnent l'information suivante. C'est que le 8 mai 72, il y a au moins 8 MiG-19 qui pouvaient, eux, tirer des missiles, qui ont été engagés au combat, qui font 2 revendications de victoire. Il y a un pilote de MiG-21 qui est perdu, source sûre. Lui s'éjecte, mais il s'éjecte hors domaine pour des raisons que je ne connais pas, et il est décédé 2 jours plus tard. Et puis il y a aussi 8 MiG-17 qui ont été engagés au combat. Selon les sources, donc c'est le livre d'Ivan Toperdzer, il n'y a pas de revendication de victoire, il n'y a pas de perte chez les MiG-17. Alors la question se pose, comme Cunningham dit, avoir vu un MiG-17 tirer un missile, est-ce qu'à ce moment-là, il n'aurait pas vu plutôt un MiG-19 ? En tout cas, dans les sources officielles américaines, la victoire, elle est notée MiG-17. Point. Arrive le 10 mai 72. Alors le 10 mai 72, c'est une journée intense. Je crois que c'est celle où il y a eu le plus de combats aériens. C'est celle aussi où il y a eu le plus de victoires aériennes pour l'ensemble des forces aériennes américaines. Et Cunningham n'y est pas pour rien. Première victoire qui est obtenue par un pilote de la VF-96 très tôt le matin, un gars qui s'appelait Kurt Dosé, qui était lui, par contre, diplômé de Top Gun, et qui s'est retrouvé en combat aérien et qui a shooté son MiG. Mais le reste de la journée a été très très dense, et un petit peu plus tard dans la matinée, donc il y a une mission Alpha Strike qui est engagée. Donc une mission Alpha Strike, c'est un raid tout simplement de chasseurs-bombardiers, auquel participent Cunningham et Driscoll avec leur F-4J. Pour cette mission-là, ils sont équipés de 2 Sparrow, de 4 Sidewinder, et puis ils ont ce qu'on appelle des terres, c'est-à-dire des points d'emport multiples sous les rails, et sous les rails qui sont juste sous les ailes, et ils sont équipés de bombes à sous-munitions rocaillées. Les rocailles, ça permet surtout de saturer des zones, par exemple, c'est très efficace contre les sites de DCA. Et ils sont équipés comme ça, ils vont faire une mission d'abord d'attaque au sol, mais ils ont quand même leur armement RR pour la suite. Ils arrivent sur la zone, donc le combat aérien, alors le raid, il était sur la guerre de triage d'Haiphong, donc c'est dans ce secteur-là, et donc Cunningham et compagnie vont s'occuper un petit peu des sites de DCA, c'est leur rôle. Donc le raid principal qui est composé de A6 Intruder et de A7 Corsair va s'occuper de la garde de triage. Et une fois qu'eux ont traité leur zone SAM, ils sont libres à disposition des chefs de section, comme on dit, et puis ils vont s'occuper un petit peu de faire de la défense aérienne. Donc c'est vraiment une mission multiple pour eux. Et donc ce 10 mai 72, ils sont engagés, donc ils tapent un site de SAM avec leur rocaille, et puis ils vont se mettre en position un petit peu plus proche d'Hanoï au cas où les MiG arriveraient. Et les MiG sont arrivés en nombre. Et là, le combat aérien, il a été très très dense. Dans un premier temps, il tombe sur visiblement une dizaine de MiG-17 qui sont en train de faire un cercle défensif dans lequel sont engagés 3 autres fantômes. Donc à ce moment-là, Cunningham prend la décision d'entrer dans le jeu et d'essayer de dégager ses alliés. Il y arrive, donc ils engagent un MiG-17 pour dégager un pilote de la même unité qui était en difficulté. Par radio, ils préviennent le pilote qu'il est poursuivi et lui donnent l'ordre de dégager. Il dégage, le MiG se retrouve en position de tir et boum, Cunningham le shoot
à nouveau avec un Sidewinder, et le pilote qui a dégagé a témoigné que le pilote du MiG touché a réussi à s'éjecter. Ensuite, les gars restent dans le coin. Là, il y a des MiG-21 qui débarquent, à nouveau des MiG-17, et puis un nouveau dogfight qui commence pour Cunningham. Et puis, pareil, il arrive à se mettre en position de tir sur un deuxième MiG-17, à nouveau un tir de Sidewinder, et à nouveau il fait mouche. À ce moment-là, le raid commence à dégager, ils ont bombardé la gare de triage, et ils se retirent. Donc Cunningham commence à redescendre vers le sud, et à ce moment-là, il croise à nouveau un MiG-17, visiblement en maraude. Ils arrivent dans ces 6 heures. Cunningham pense que ça va être une cible facile, mais visiblement le MiG-17 commence à se défendre, mais alors vraiment à se défendre très très fort. Et là, il y a un vrai combat aérien qui commence entre 2 pilotes qui maîtrisent vraiment bien leur métier, avec, ce qui a beaucoup surpris Cunningham, des manœuvres en verticale, ce que les pilotes de MiG-17 faisaient assez rarement avec leurs avions. Ils profitaient de la maniabilité de leur avion pour faire des virages très très serrés, mais à l'horizontale, pour se dégager des fantômes. Et là, visiblement, le pilote commence à tirer des verticales, il rentre avec des manœuvres en ciseaux où ils se croisent. Ils alternent. Cunningham a du mal à se retrouver en position de tir, continue en vertical, et Cunningham dégrade totalement son énergie, finit à 150 nœuds, pas très très haut, avec le MiG qui l'overshoot, et à ce moment-là, il peut tirer un Sidewinder et il fait mouche. Le combat durait plusieurs minutes, et Cunningham est persuadé qu'il a eu affaire à un des as de la chasse vietnamienne, parce que le pilote s'est réellement défendu. Mais si on fait le calcul, ça fait 3 MiG dans la même mission, plus les 2. Il est devenu un as, puisque la tradition depuis la guerre de 14, c'est 5 victoires. On a le droit au titre d'as. C'est une tradition qui naît en France en 1914, enfin en 1915, mais qui a perduré. Alors évidemment, quand on parle des pilotes allemands qui ont eu 250-300 victoires, 5 ça paraît pas beaucoup, mais on s'aperçoit qu'à l'échelle des guerres aériennes, 5 victoires, c'est pas si fréquent que ça finalement. 5 victoires, ils sont contents, et ils rentrent vers le porte-avions, mettent cap au sud. Et quand ils arrivent, alors les combats aériens se sont déroulés dans cette zone-là, entre Haiphong et Saigon, et ils mettent le cap au sud, et quand ils arrivent dans ce secteur-là, ils se font avoiner par un SAM, ils le voient, ils voient le missile monter vers eux, SAM 2, et le missile explose grâce à sa fusée de proximité, et eux sont touchés. Mais comme ça arrive souvent, l'avion continue sur sa trajectoire avant de déclarer les pannes. Il y a une photo qui est très intéressante, c'est celle-ci, qui est représentative de ce qu'eux ont vécu, et c'est un F-105 qu'on a ici. En fait, il y a un SAM qui a été tiré. Le SAM avait une fusée de proximité, ce qui faisait que la charge explosait à distance, mais ça suffisait pour projeter des débris sur la cible. Et c'est exactement ce qui s'est passé ici, puisqu'on voit le SAM qui a explosé, l'avion il est toujours en vol, et on voit qu'il commence à traîner de la fumée, et en fait il a été touché à mort. Et il me semble que la légende de cette photo, c'est que le pilote du F-105 qui est là va pas survivre en fait. Et c'est exactement ce qui leur est arrivé. À moyenne altitude, le SAM ne les touche pas, la fusée de proximité éclate pas loin, et là l'avion il commence à déclencher des pannes, notamment une panne totale hydraulique. Et sur le Fantôme, la panne hydraulique totale, elle bloque notamment la gouverne de profondeur, ce qui fait que l'avion prend une assiette à monter, et t'as beau monter, à un moment tu vas décrocher. Et pour éviter de décrocher, surtout de perdre le contrôle de l'avion, et c'est là que Cunningham montre que c'est un fin pilote, en fait il va faire un certain nombre de tonneaux, basculer son avion sur le dos, notamment au palonnier, pour maintenir son avion dans un espèce de faux vol rectiligne, parce que le but du jeu il est tout bête, faut pas du tout s'éjecter là, parce que là c'est que des villages, et c'est le Nord-Vietnam, donc ils vont être capturés, ils vont passer le reste de la guerre à Hanoi Hilton, et ils savent que c'est pas un lieu de villégiature enviable, mais le but du jeu c'est d'essayer de rejoindre la côte, parce que là il y a des vedettes, il y a des hélicoptères, il y a tout ce qu'il faut pour éventuellement les récupérer, et leur avion il tient jusqu'à la côte, mais alors il tient jusqu'à la côte mais pas plus loin. Au moment où ils arrivent sur la côte, il y a visiblement une explosion secondaire, ils perdent le contrôle de l'avion qui part en vrille. Bon, ils se sont préparés depuis plusieurs minutes, ils s'éjectent et ils tombent à l'eau tous les deux, et ils sont récupérés au bout de un quart d'heure par des hélicoptères de l'US Navy. Si on calcule bien, ils ont 5 victoires aériennes, ce sont donc des as tous les deux, mais ils ont fini à la baille. Et ça, c'est quand même pas une aventure banale.
L'avion qu'ils ont utilisé pour ce deuxième vol, c'était pas l'avion qu'ils ont eu pour leurs 2 premières victoires. Ils volaient sur celui-là, le F4J. Indicatif Showtime 100, puisque comme c'était un numéro qui se terminait par 00, le modex était 100, et donc leur indicatif c'était Showtime 100, et c'est cet avion-là qui leur a permis d'avoir les 3 victoires supplémentaires. Là, ce que vous avez, les étoiles que vous avez là, c'est les étoiles de l'unité jusqu'à mai 72. Et cet avion-là a fini au fond de l'eau, au large du Vietnam du Nord. Ils sont récupérés, ils sont transférés sur un premier bateau pour visite médicale, et puis après, ils sont ramenés aux constellations. Et puis en fait, ils ne revolent pas du tout en combat, parce que comme ils sont devenus les premiers as de la chasse américaine, toute unité confondue au Vietnam, voilà, ils partent à Saigon, ils sont reçus par les généraux, ils font des photos. Alors celle-là, elle date de leur retour aux États-Unis. Ils font la tournée des popotes, quoi. Ils reçoivent des messages, et puis surtout, ils participent à un certain nombre de conférences de presse où alors là, ils racontent leur aventure, parce que voilà, c'est les as de la chasse. On avait besoin. La création de Top Gun, de Red Flag, tout ça, c'est lié, donc on le sait, jusqu'en 69 au problème d'entraînement. Et en fait, la création de Top Gun et de Red Flag, c'est lié à ces dossiers qui ont été déclassifiés dans les années 2000. Et ça, c'est des documents que vous pouvez trouver pour comprendre un petit peu la guerre du Vietnam. C'est tous les rapports d'engagement. Bon, voilà. Tout ça pour dire qu'il y avait quand même des enjeux de communication autour des combats aériens au Vietnam, et puis des enjeux de formation. Et 72 a montré que la formation qui était à nouveau dispensée au sein des unités de combat permettait à nouveau de reprendre le dessus et de limiter un petit peu la casse. Ceci dit, quand on voit le nombre d'avions qui ont été perdus par les Américains au Vietnam. Voilà. Et alors, si le Showtime 100 est tombé au fond de l'eau, l'avion qui leur avait servi pour leurs 2 premières victoires, donc le 72-67, lui a été préservé, et c'est une photo qui est assez récente, qui a été prise au musée de San Diego. Donc en fait, le musée aéronautique de San Diego, sachant que la base aérienne de Miramar est juste à côté de San Diego, et en fait, il a été préservé. Et alors cette photo ne montre pas, mais juste devant, il y a un MiG-17. Voilà. Donc, ils ont eu leur victoire à bord de 2 avions différents. Celui-ci qui a été préservé, et l'autre avec ses 3 victoires, mais qui est au fond de l'eau. Voilà. Pour Cunningham et Driscoll, ça a été un tournant, parce que ils sont partis directement instructeurs à Top Gun. Voilà, comme dans le film. Mais le film est très inspiré de la vie de Cunningham, finalement. Il y a un point d'abord que je veux soulever, c'est que dans les mémoires de Cunningham et dans un certain nombre d'ouvrages qui ont été écrits dans les années 80, ce fameux pilote du 5e MiG-17, qui était très agressif et visiblement très très bon, il a été identifié plus ou moins par la propagande comme étant le colonel Tomb, l'as des as de la chasse du Nord-Vietnam, 20 victoires aériennes. Bon, il n'a jamais existé. Déjà, colonel Tomb, c'est pas un nom vietnamien. Les noms vietnamiens, ils sont souvent en 3 parties. Donc non, ça rimait à rien. Et puis surtout, tous les gens qui ont cherché dans les archives nord-vietnamiennes, ou qui ont demandé, enfin, qui ont trouvé des anciens pilotes de la guerre du Vietnam à interviewer, il n'a jamais existé. Et dans les ouvrages qui ont été écrits sur l'aviation du Nord-Vietnam, l'as des as de la chasse vietnamienne, il a 9 victoires, il n'en a pas 20. Et lui, il a survécu à la guerre. Donc, c'était pas lui. Pour être très clair, l'identité du pilote qui a été descendu par Cunningham sur son dernier combat, elle n'est pas connue. Les pertes vietnamiennes pour ce jour-là, le Vietnam reconnaît 6 pilotes tués et 1 pilote éjecté, donc 2 MiG-21, 2 MiG-19, 2 MiG-17. Et par contre, un des MiG-21 aurait été abattu par un tir fratricide de la DCA vietnamienne qui tirait sur tout ce qui bougeait. Vous ne pouvez pas savoir le nombre de pilotes vietnamiens qui ont été tués par leur propre DCA. J'ai pas fait le décompte, mais c'est beaucoup. C'est aussi un point qui est très important, c'est que les pertes vietnamiennes et les victoires américaines correspondent rarement. Voilà, ça fait partie du côté romanesque aussi de la guerre du Vietnam, c'est qu'il y a encore énormément de zones d'incertitude, et je vous garantis que le travail pour
recaler les victoires par rapport aux pertes les unes des autres, c'est très compliqué. Les victoires des MiG, par exemple, elles sont sous-estimées du côté américain, puisque dès qu'un avion rentre pas, c'est la DCA qui l'a shooté. Sauf qu'il y a des revendications de pilotes vietnamiennes qui peuvent coller en description à des pertes d'avions qui ont été attribuées à la DCA. Bon, c'est très très compliqué pour s'y retrouver. Mais on voit que le 10 mai 72, l'aviation américaine reconnaît 8, ça fait 11 victoires aériennes, il y en a 8 pour l'US Navy, 3 pour Cunningham Driscoll, et il y en a 3 pour l'US Air Force. Et on voit que au niveau des pertes vietnamiennes, on n'en a que 6. Enfin, 6 pilotes tués. Après, est-ce qu'il y a des pilotes qui se sont éjectés ou dont les avions sont posés en vrac? Est-ce qu'on a réussi à avoir toutes les archives de toutes les unités? Il y a encore des zones de mystère, mais donc on va parler de victoire officielle ou de revendication, hein, pour être très 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 clair. Pour Cunningham et Driscoll, c'est direct Miramar, direct Top Gun. Cunningham y est affecté, mais vraiment dès qu'il rentre du Vietnam, et là il fait l'instructeur. Il y reste un an ou deux, et puis ensuite il est affecté à la VF 154 puis à la VF 126, et toujours comme pilote, commandant d'unité, je crois qu'il finit commandant de la VF 126, et en 87 il quitte la Navy avec le grade de commandeur. Alors son souvenir au sein de l'US Navy il est assez contrasté parce que c'est un excellent pilote, c'est un mec très agressif, c'est quelqu'un qui est très assoiffé d'informations, il a toujours été mais il était considéré par certains de ses pairs, alors il peut y avoir des jalousies aussi, hein, considéré comme un officier un petit peu trop occupé pour sa propre carrière, plus occupé à sa propre carrière qu'à guider ses hommes. En 84, il sort le livre qui raconte ses combats aériens au Vietnam, qui s'appelle Fox 2, qui est écrit avec un auteur américain qui s'appelle Jeff Ettel. Jeff Ettel, lui aussi, a quelque chose à raconter. C'est le fils d'un pilote de la Seconde Guerre mondiale, passionné d'aviation, collectionneur de photos. Des photos de la Seconde Guerre mondiale, à une époque, on ne pouvait pas faire un livre sur la Seconde Guerre mondiale sans avoir besoin des photos de Jeff Ettel. Et Jeff Ettel, malheureusement, est mort à la fin des années 90. Il s'est tué à l'atterrissage avec un P-38 Lightning. Voilà. Mais il était écrivain et il avait collaboré avec Cunningham sur l'écriture de ce petit livre, Fox 2, qui raconte les engagements au Vietnam en détail. C'est un bon bouquin, mais il y a un certain nombre d'informations qui sont très compliquées à recouper dedans. Donc ça, c'est en 84. En 88, Cunningham participe à un truc dont je me souvenais, mais j'ai eu du mal à retrouver des traces. Il est entré dans le livre des Guinness des records, le père Cunningham. Alors, pas seulement pour ses victoires aériennes au Vietnam, mais aussi parce qu'il a été le pilote accompagnateur du vol transatlantique du pilote le plus jeune à l'avoir jamais fait. Il a accompagné un jeune gars qui s'appelait Christopher Lee Marshall à bord d'un Mooney M20. Et le Christopher Lee Marshall, il était pilote de son avion, mais il n'était pas breveté pilote parce qu'il avait que 11 ans. C'est un gamin qui était fils de pilote de ligne, dont son père lui avait commencé à lui donner des cours de pilotage dès qu'il avait 3-4 ans. Donc à 11 ans, c'était un pilote confirmé et il a décidé de traverser l'Atlantique en avion léger monomoteur sur les traces de Lindbergh. Et comme il n'était pas breveté, il n'avait pas le droit d'être tout seul dans l'avion. Il lui fallait un pilote de sécurité pour des raisons sans doute médiatiques et aussi parce qu'il est parti de San Diego. Il y avait un certain Randy Cunningham avec lui dans l'avion. Et ça, c'est une photo qui est prise à leur arrivée au Bourget. Alors, c'est un événement qui a eu un petit retentissement à l'époque, mais en fait, pas tant que ça, parce qu'en fait, ils sont arrivés au Bourget un 14 juillet. Et autant dire que l'actualité était prise par les festivités et que, bon, c'est passé un petit peu à la trappe. Sauf que des gens qui ont entendu parler de Cunningham, qui suivaient un peu son histoire, c'est une histoire qui est restée. J'ai laissé les crédits parce que je n'ai pas trouvé d'autres photos que sur la collection Getty. Mais ça, visiblement, c'est Cunningham. Il a 46 ans à l'époque et il vient de traverser l'Atlantique avec un gamin de 11 ans commande d'un Mooney. Et ça fait partie aussi de l'histoire romanesque de Cunningham qui mérite d'être racontée. En 91, arrive la guerre du Golfe. Lui, il a quitté l'US Navy. Il essaye de rentrer dans les affaires. Et puis, en 91, avec la guerre, il est rappelé par CNN pour devenir le consultant. Alors nous, en France, on avait le général Coppel, par exemple. Pour ceux qui ont vécu la période, le général Coppel, ancien pilote de chasse, qui avait été, je crois, un des pilotes à avoir largué une vraie bombe nucléaire à Mururoa, avec un Jaguar, si je me souviens bien, et tel consultant sur
sur les chaînes info de l'époque, notamment, je crois que c'était la 5 qui avait suivi la guerre du Golfe, à la façon des chaînes d'info actuelles. Et sur CNN, il s'était trouvé Randy Cunningham. Et il est devenu extrêmement populaire, extrêmement connu. Alors, il était déjà un petit peu, parce qu'il avait eu son heure de gloire en 72. Et là, en 91, devient un personnage éminemment médiatique. Et de fait, on l'incite à entrer en politique. Et effectivement, en 91, il se présente aux élections de la Chambre des représentants et il est élu dans une circonscription de San Diego qui était réputée imprenable parce que la Californie est très 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 démocrate et lui, il a réussi à décrocher un siège à la Chambre des représentants au Congrès des États-Unis. Et évidemment, il est dans toutes les affaires de défense, parce qu'il a une voix qui porte, en tout cas pour ce qui est de l'US Navy. Si vous avez lu mon hors-série sur le F-14 Tomcat, un avion sur lequel il a volé, mais pas tant que ça, il fait une défense du F-14D Tomcat en 80, c'est un texte qui doit dater justement de ses premiers mandats, où il dit tout simplement, le F-14 Tomcat construit par Grumman et la production vient de s'arrêter, qu'est-ce que vous venez nous péter les... avec votre Super Hornet qu'emporte moins, qui a moins d'autonomie, alors il est peut-être plus moderne, mais enfin bon, votre engin, voilà. Alors qu'on a le Tomcat qui maintenant, sur les F-14D, il emporte des bombes, le pod lanterne, enfin il fait du close-air support avec... enfin voilà, le Tomcat c'est the big avion sur lequel on pourrait faire reposer l'US Navy de cette fin de siècle. Mais bon, ça n'a pas marché, c'est le Super Hornet qui a été conçu et qui est en service aujourd'hui, mais lui défendait le F-14. Bon, il fait partie de ces commissions de défense. Et puis arrive, et il est réélu, alors c'est ça aussi un truc, c'est que sa notoriété fait que, bon, il est réélu régulièrement jusqu'en 2005. Et en 2005, il est accusé de corruption. Et c'est un scandale qui est révélé donc par un journal local qui s'appelle le San Diego Union Tribute. Il est accusé d'avoir touché des pots de vin d'un groupe du lobby militaro-industriel, comme on dit, en particulier le groupe MZM qui a été lancé par un gars qui s'appelle Mitchell Wade, pour lequel il aurait reçu non seulement des rétrocommissions, mais alors beaucoup sur tous les contrats que le groupe MZM a eu avec le ministère de la Défense. Contrat qui passait par le Congrès pour être validé, pour lequel donc Cunningham donnait son aval. Il pouvait convaincre aussi tous ses copains du Congrès de voter ses budgets. Donc il touchait les rétrocommissions, et en plus le groupe MZM a revendu la maison que Cunningham habitait à l'époque, au moment où il a déménagé. Bon bref, il faisait aussi de l'immobilier, et surtout ils lui ont financé son yacht, puisque Cunningham avait son bateau, et c'était visiblement un beau bateau. Mais il était financé par un groupe qui avait donc des contrats avec le ministère de la Défense. Et on parle de, je crois, quelque chose comme 3,5 millions de dollars de malversation. Et là, il tombe. Mais il tombe très très haut, notre ami Cunningham. Cunningham finit par tomber. Ça, c'est la couverture d'un autre livre qui lui a été consacré, qui s'appelle The Wrong Stuff, alors qu'on pourrait traduire en français L'étoffe des héros, pour faire l'analogie avec The Right Stuff de Tom Wolfe, l'étoffe des héros. The Extraordinary Saga of Randy Duke Cunningham, the most corrupt congressman ever caught. L'extraordinaire saga de Randy Cunningham, le plus corrompu de tous les congrès, de tous les élus du Congrès qui n'ont jamais été attrapés. Et lui, il a été attrapé et il fait face à des poursuites judiciaires monstrueuses. Il risque la perpétuité, tout simplement, et donc il plaide coupable et il prend 8 ans de prison qu'il effectue au pénitencier de Tucson dans l'Arizona. Alors je crois qu'il fait 7 ans, mais il fait 7 ans ferme. Alors il a passé son temps de prison à donner des cours à faire passer le bac, en gros, à faire passer le bac à ses co-détenus. C'est quand même rendu utile à ce moment-là. Dire que c'était quelqu'un qui intellectuellement était assez brillant, mais bon voilà, très très corrompu. Il a reconnu qu'il était corrompu, il a plaidé coupable.
Il a été libéré, alors il est libéré en 2013, et à ce moment-là il s'installe dans l'Arkansas. Alors il fait parler un petit peu de lui parce que comme il a été condamné, il est déchu de ses droits civiques, et par exemple il a une plus grande difficulté du monde parce qu'il n'a pas le droit de s'acheter un fusil. Or, un de ses loisirs dans l'Arkansas c'était d'aller à la chasse, il n'avait pas le droit de s'acheter un fusil. C'est un peu bêta pour aller à la chasse. Bon, il pouvait tirer à l'arc. Et puis il se lance dans des business d'œuvres d'art, etc., à sa gloire entre autres. Ça, c'est une photo qui date de 2016, quelques années, 3 ans après sa libération. En 2021, alors c'est un élu républicain. En 2021, quelques jours avant que Donald Trump ne termine son premier mandat, Donald Trump lui accorde son pardon. Alors, c'est un pardon, ça n'efface pas son casier judiciaire, mais ça le rétablit en ses droits civiques. C'est justement pour lui permettre d'acheter son fusil pour aller à la chasse. Donc ça, c'est une des décisions de Trump juste avant la fin de son premier mandat, donc en 2021. Et malheureusement, Cunningham est tombé malade en début 2025. Ça, c'est une photo du mois de janvier. On voit qu'il est très très affaibli, qu'il est en fauteuil roulant. Et il est décédé à l'hôpital de Little Rock, donc le 27 août dernier. Vraiment, quand on voit la saga de ce qu'il a vécu entre ses combats aériens au Vietnam, sa vie politique triomphante et puis sa chute brutale, c'est vraiment un personnage de roman. Et puis, il ne faut pas l'oublier, il a quand même un petit peu inspiré Maverick, parce qu'il était plus effectivement Maverick que Iceman finalement. Puis il y a toutes les ambiguïtés sur ses victoires aériennes, par exemple sur le fait qu'il était abattu par un SAM. Visiblement, il y avait encore des MiG dans le coin, est-ce qu'il n'aurait pas pu être abattu par un MiG? Ça, on ne sait pas. En tout cas, dans son témoignage, lui dit qu'il voit le SAM qui va le toucher. Mais il y a un certain nombre de choses dans ces ouvrages que je ne suis pas arrivé à recouper, par exemple au début. Au début des missions de 1972, il participait à une opération dessus de Chepon au Laos, où il assiste à la mort d'un pilote d'Ovidis Bronco, un FAC, indicatif cover. On les a toutes, les pertes de l'US Air Force au Vietnam, de l'US Army, de la Navy, des Marines, etc. Et donc j'ai cherché si je trouvais la disparition d'un Ovidis Bronco plutôt en début de séjour, donc décembre-janvier, du côté de Chepon, mais je ne l'ai pas trouvé. Donc je vais peut-être continuer, peut-être qu'il y a des trous aussi dans la raquette à ce niveau-là. Bon, c'est la vie. Mais en tout cas, en dépit des ambiguïtés qu'il y a autour du personnage, parce que participer à une vie politique dense et comme républicain, on sait que les républicains ne sont pas avares de déclarations un petit peu tonitruantes et parfois un petit peu déplacées, lui aussi. Par exemple, la loi qui fait qu'il n'a pas eu le droit d'acheter de flingues parce qu'il avait été déchu de ses droits, c'est une loi qu'il avait votée et qu'il avait défendue. Ça, c'est un peu retourné contre lui, mais ça arrive parfois. Bref, c'est un personnage qui me fascine par son côté brillant, par sa chute brutale. On pourrait parler de Driscoll, mais j'ai pas le temps. Mais Driscoll, c'est pareil, il a une carrière assez brillante, mais lui continue à... lui, pas tomber dans le piège de la politique. Et son navigateur, Willie Driscoll, a été transformé pilote, visiblement. A été instructeur à Top Gun, s'est fait connaître en étant un des organisateurs des cours magistraux les plus importants du cursus Top Gun, justement sur les SAM, sur le fonctionnement des SAM et comment les éviter. Et ça, c'est une photo qui doit dater de 2019, où il est en train de donner un cours magistral aux stagiaires de Top Gun. Quelle carrière aussi. Lui est toujours vivant et il est conférencier. Il a aussi écrit un livre, mais quand je l'aurai entre les mains, on en parlera de son bouquin. Et si on reste dans les MiG Killers, il y a une autre actualité que j'ai trouvée intéressante ces dernières semaines et dont on va parler rapidement parce qu'il ne reste pas beaucoup de temps. L'entrée de ce F-15C au NASM à Dulles, à Washington. C'est un F-15C qui, comme indiqué ici, a été financé au cours de l'année fiscale 85, donc il y a 40 ans, et qui a aussi la particularité de porter 2 étoiles. Et ces 2 étoiles, elles ne sont pas là par hasard, puisque c'est un avion qui a participé à la guerre du Golfe en 91. Alors... et qui a une histoire, pareil, très singulière, et c'est pour ça qu'on va y revenir quelques minutes. Donc c'est le F-15C 85-0114. Il était, jusqu'au mois dernier, affecté au 173e Fighter Wing de l'Air National Guard de l'Oregon. Il était basé à Klamath Falls. Quand on s'intéresse aux bombardiers d'eau, Klamath Falls, c'est aussi une base importante dans ce coin-là. Bon, bref, c'est petit aparté. En 91, cet avion était affecté au 58e Tactical Fighter Squadron, 33e Tactical Fighter Wing. Il était normalement basé à Englin en Floride, mais pour les opérations de la guerre du Golfe, il faisait partie de l'unité qui a été envoyée à Tabouk en Arabie Saoudite, justement, donc en prévision de
de la guerre du Golfe. Et alors, cet avion est engagé dans 2 combats aériens par le même pilote à 2 dates différentes. Le 19 janvier de 1991, donc 2 jours après l'ouverture des hostilités, ce jour-là, le 58e obtient 6 victoires aériennes, dont un MiG-29 qui est abattu par César A. Rico Rodriguez, que vous avez à l'image, en train de se brêler dans un F-15 à cette époque-là, mais dans un autre F-15 que le sien, puisque la date de la victoire qu'on voit là ne correspond pas. Ils sont dans une patrouille de 4, c'est un MiG-29 qui essaye de leur échapper et la manœuvre tourne mal. En fait, elle est là elle a été reproduite sur la dérive de l'avion avant sa remise au musée. Et en fait, le MiG-29 essaye d'échapper au F-15 et il fait une fausse manœuvre. Il fait un Immelmann, mais trop bas. Et en fait, il a plongé directement vers le sol et le pilote s'est tué en essayant d'éviter de se faire tirer dessus. Alors, c'est une victoire aérienne qui est homologuée et homologable, qu'on appelle le maneuver kill. Il suffisait de manœuvrer pour emmener l'avion à sa destruction. Et c'est ce qui s'est passé. Il y en a eu plusieurs au cours de la guerre du Golfe en 91. La dernière victoire par un autre pilote de F-15 qui, après la guerre, intercepte un Pilatus, donc un PC-9 de l'aviation irakienne, qui vole dans la no-fly zone qui avait été ouverte après le conflit. Et les 2 F-15, parce qu'ils sont 2 à ce moment-là, il y a un Sukhoi 22 et un PC-9 qui volent conjointement. Et le pilote du F-15 se met derrière le Pilatus prêt à tirer. Le pilote du Pilatus voit le F-15 dans son rétroviseur. Le pilote, il n'hésite pas, il a tiré la poignée, il s'est éjecté direct. Du coup, il a survécu. Mais ça tombe et ça rentre dans le cadre des maneuver kills. Et donc, la première victoire de Rodriguez au Vietnam, c'est un maneuver kill contre un MiG-29 avec cet avion, le 85-114. Et quelques jours plus tard, le 26 janvier, ils sont en patrouille, toujours la même unité. Là, ils sont 4 F-15. Ils sont envoyés à la poursuite de 4 MiG-23 qui viennent de décoller d'une base irakienne, H2. Visiblement des avions qui se barrent en Iran. Et au moment où ils arrivent sur zone, il y a 3 ou 4 autres MiG-23 qui décollent du même endroit et qui se maintiennent à basse altitude. Les pilotes de F-15 restent sur ces MiG-23-là. Et César Rico Rodriguez tire un IM-7 Sparrow et shoot sa deuxième cible. Alors là, j'ai pas le sort du pilote irakien, mais la victoire est homologuée. Et sur le groupe de 4 F-15 qui étaient en vol ce jour-là, il y en a eu 3 qui ont eu une victoire aérienne, donc, dont Rodriguez. Les F-15 pendant la guerre du Golfe, je crois qu'il y a une 40aine de victoires aériennes qui ont été homologuées par les forces alliées, donc il y a eu des Américains et des Saoudiens, principalement, les Français n'en ont pas eu et les Anglais non plus. Sur la 40aine de victoires aériennes, il y en a 35 pour les F-15C. Il y en a une pour un EF-111 avec un maneuver kill, il y en a 2 pour les F-18, il y en a 1 pour les F-14 et il y en a 2 pour les A-10. Et tout le reste, c'est des victoires de F-15C, et une pour un F-15E quand même. Donc le F-15 85-114, toute sa carrière, il a porté les marques des 2 victoires aériennes qu'il a obtenues avec Rodriguez à ses commandes. Et là où l'histoire, elle devient aussi très amusante et très intéressante, c'est que César Rodriguez, il n'a pas terminé sa carrière à la guerre du Golfe. Il était capitaine à l'époque et il est parti ensuite dans d'autres unités. Et en 1999... il était au 48e Fighter Wing, affecté au 493e Squadron. Il était à Lekenis en Grande-Bretagne et il a été détaché à la Sirva en Italie en prévision des opérations contre la Serbie pour la guerre du Kosovo en 1999. Et il s'est retrouvé parmi les pilotes qui ont été engagés dans ces combats-là. Et il a obtenu une 3e victoire aérienne alors qu'il volait sur le F-15 C86-169. Ils ont détecté une cible au radar à très longue distance au cours d'une patrouille et il a engagé la cible parce qu'elle venait de décoller d'une base où il savait qu'il y avait des MiG-29 et il l'a shooté en tirant un AMRAAM à 35 nautiques. Et je crois que c'est le premier kill d'un missile AIM-120. Il a tiré à 35 nautiques et il l'a touché, ce qui lui a fait une 3e victoire aérienne, ce qui fait de Rodriguez en fait un des pilotes les plus capés de l'histoire récente de l'US Air Force, puisque je crois qu'ils sont que 2 à avoir 3 victoires aériennes. Il y en a un autre qui en a eu 3 pendant la guerre du Golfe uniquement, Robert W. Diggs Ehemann, qui a eu 3 victoires aériennes
Donc 2 Sukhoi 22 et un Maneuver Kill sur le PC-9, celle que je vous ai racontée. Il y en a un deuxième qui en a eu 3. Thomas N. Vegas Dietz qui a eu 3 victoires aériennes, toujours dans la même période, donc 2021 et un Sukhoi 22. En fait, il était en patrouille systématiquement avec Ehemann. Et ils ont eu leurs différentes victoires les mêmes jours. Donc on a dans l'US Air Force 3 pilotes qui ont eu 3 victoires aériennes. Donc ce sont les pilotes les plus titrés puisque les pilotes victorieux précédents étaient de la guerre du Vietnam, donc c'est Ritchie de Bellevue, Madden et le navigateur Feinstein, le plus titré étant le navigateur de Bellevue qui lui était impliqué dans 6 victoires aériennes au Vietnam uniquement. Voilà, donc en fait l'avion est rentré au musée au NASM de Dulles, donc à Washington, qui est donc l'annexe Uvardasi, qui a été inauguré en 2003 et ben là vous avez monsieur Rodriguez qui était présent à l'arrivée de son avion. Alors oui, il est un petit peu plus âgé, il a une 60aine d'années, il a quitté l'armée de l'air en 2003, l'armée de l'air américaine en 2003 avec le grade de colonel et depuis il travaille chez Raytheon, je crois dans l'Arizona, et il était donc présent à l'arrivée de son avion au musée. Et l'avion qui a été remis à son nom. Moi, pour mon article, j'ai utilisé cette photo qui est en fait pas la bonne, parce que c'est pas le bon avion. Celui-là, il a été utilisé par un autre pilote qui s'appelle, je crois, un nom asiatique, Huang, qui a été impliqué dans 2 autres combats aériens. Mais bon, voilà, il y a quelques... Alors oui, sur les F-15 qui ont eu des victoires aériennes, il y en a quand même eu un paquet. Il y a un F-15 qui a 3 victoires aériennes. Je vais vous retrouver, il est là. Voilà, le F-15C le plus capé de l'US Air Force, il est toujours en service, il vole pour l'Air National Guard de Louisiane. Il a 3 victoires aériennes qui ont été obtenues pendant la guerre du Golfe et il est toujours opérationnel. Ça, c'est une photo qui date de décembre 2024, donc à moins d'un an. C'est un avion qui va partir au musée forcément, sachant que le musée de l'US Air Force a déjà un F-15 qui a des victoires aériennes, donc le musée du NASM aussi. Donc je ne sais pas dans quel musée il partira, mais avec 3 victoires aériennes, c'est une belle pièce de collection quand même. Pour revenir sur le musée, le Center Uvardasi, qui est donc ici, vous avez l'aéroport international de Washington. Et en fait, il a été conçu au début des années 2000 avec un gros budget de 130 millions de dollars et il a été conçu avec un taxiway. Et donc le F-15, il est arrivé comme ça, il s'est posé sur la piste, une des pistes en service, je ne sais pas laquelle, et il a pris le taxiway et il est rentré au musée. Alors pour vous donner une idée de l'échelle, les 2 bâtiments-là, ils font 300 mètres de long et 70 mètres de large et dans lequel on peut exposer Boeing 747 s'il faut, à 380 s'il faut. En tout cas, ils ont un Concorde, ils ont un B-52, ils ont le B-29 Enola Gay, ils ont donc le F-15 de Rico. C'est un super musée auquel je n'ai pas encore été. J'ai fait le mail, l'annexe sur le mail dans Washington Centre, où il y a entre autres le X1, le X15 et surtout le Spirit of Saint-Louis. Mais les grosses pièces, elles sont sur ce site-là et c'est vraiment un musée qui mérite d'être visité, vraiment. Les sources pour cette émission, alors il y a eu beaucoup de ressources en ligne, mais il y a eu surtout beaucoup de bouquins, et j'aime bien parler des bouquins. Donc le Gulf Air War Debrief, donc, qui est un ouvrage collectif auquel a participé notamment René Francillon, et je crois que René s'est occupé de la partie française, enfin en partie de la partie française. Ça, pour les opérations de la guerre du Golfe, c'est un livre incontournable. C'est un livre qui est publié à la fin des années 90. Vraiment très bien fait et très intéressant. Ça, c'est la Bible sur Top Gun. Alors, c'est que du texte, mais alors vraiment, c'est très dense sur comment Top Gun a été créé, comment il est organisé, les gens qui ont participé, enfin, il y a tout. Ça, c'est le fameux livre sur l'aviation du Nord-Vietnam que j'ai utilisé. C'est un ouvrage qui est en anglais, qui a été écrit par un auteur qui est hongrois et qui est en fait édité par un éditeur français, puisque c'était TMA à l'époque. C'est la maison d'édition de Joseph Hernandez qui l'avait édité. Alors, je ne sais pas s'il est encore disponible. Rapprochez-vous de José pour savoir s'il en a encore en stock, parce que vraiment, si vous vous intéressez à la guerre du Vietnam, si vous avez plein de docs sur l'aviation américaine au Vietnam, il vous faut ce livre-là, parce que ça permet de contrebalancer les choses et de rééquilibrer les opérations. Unkill MiG, c'est un des premiers livres qui a été fait sur les combats aériens au Vietnam, vraiment côté américain, parce que l'auteur Lou Dandel avait des sources US Air Force, US Navy, etc. C'est un bon livre.
sur lequel il y a des zones d'incertitude. Ça, c'est la Bible avec toutes les pertes américaines au Vietnam. Le livre est introuvable ou très cher, mais l'auteur a mis en ligne ses bases de données, donc il est consultable en ligne. Moi, je préfère utiliser le livre, mais pour plein de raisons. Mais bon, si vous trouvez le bouquin, achetez-le. Ça, c'est le hors-série que j'ai fait sur les fantômes avec le Fana, parce qu'il faut bien parler de ce qu'on a fait aussi. Le Fox 2 de Cunningham, donc le récit. Puis ça, c'est une deuxième Bible. C'est la Bible sur l'aviation navale américaine au Vietnam, le livre de René Francillon qui s'appelle Tonkin Gulf Yacht Club. Cette expression, le club nautique du golfe du Tonkin, c'est une expression qu'utilisaient les pilotes américains pour dire ouais, tu fais quoi dans la vie? Moi, je suis navigateur au club nautique du golfe du Tonkin. En gros, je suis aviateur naval, je suis dans l'US Navy. Donc c'est une expression que René avait pris pour la première édition de son livre qui doit dater des années 80. Ça, c'est la réédition qui est en réimpression à la demande. C'est un truc qui a été fait par son neveu après le décès de René. Salut Christian. Donc c'est la dernière œuvre posthume de René Francillon. Le titre a été utilisé par un autre auteur pour un livre sur le même sujet, mais c'est pas aussi bien. L'original, c'est celui-là. Vous pouvez le commander sur Amazon, c'est en impression à la demande et c'est vraiment une base de données totale sur toutes les unités qui ont été dans cette zone-là et toutes les missions qu'ils ont engagées. Donc voilà, ça c'est un peu la doc que j'ai soulevée ces 2 derniers jours pour faire cette émission. Je vous remercie de l'avoir suivi. La semaine prochaine, donc même jour, même heure, vendredi 18h, lâché solo. Comme d'hab, je ne sais pas encore de quoi on parlera, mais merci à tous d'avoir été nombreux. Bon week-end à tous. Soyez prudents si vous volez et puis à très 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 vite.